à fait. Un mot peut-être sur le documentaire que nous venons de voir, sur ce qu'était finalement la situation avant cette loi de janvier 2024. Oui, oui, le documentaire résume assez bien cette difficulté que Vous aviez nous peut-être des avions. états d'âme en tant que préfet, Oui, bien ancien sûr. préfet, Oui, oui, concernant ces oui. situations Oui, oui, précisément de ces j'avais des enfants. états d'âme, mais j'étais pas le seul. Oui, J'ai pas d'état d'âme sur la rétention, parce qu'on en reviendra peut-être, on va y mais revenir. Oui. sur les centres de rétention tels qu'on les a imaginés, créés en France, on pouvait s'interroger, et la présence d'enfants, moi j'en ai vu beaucoup, enfin beaucoup, j'en ai vu aussi, la présence de familles, c'est jamais des enfants seuls, hein, quand même, c'est toujours des enfants en famille, et on l'a vu sur l'image avec ces jeux qui sont derrière des grillages. Tout ça n'était pas très convenable. Voilà, je crois qu'il était temps de trouver notre solution. Alors, on a interdit, certes, il faut quand même trouver une solution pour la rétention des familles. En tout cas, pour leur permettre, pour permettre à l'administration de reconduire des familles dans des conditions qui soient humaines et normales. Un commentaire Oui, sur ces sur zones d'attente, oui, pas concernées par la loi votée en janvier non, non, tout à fait. 2024. Les zones d'attente, ça pose un problème particulier parce qu'effectivement, si vous franchissez une frontière, vous descendez d'avion, vous franchissez une frontière, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le pays, vous êtes dans un entre-deux, et donc l'entre-deux, c'est l'aéroport. Et c'est comme ça qu'on a fini par créer ces zones d'attente dans le temps de traiter la situation. Normalement, on ne devrait pas y rester, puisque on entre, on repart, et les compagnies aériennes, d'ailleurs, qui ont transporté des personnes en situation irrégulière, sont invitées à les ramener sur le vol suivant dans le pays où elles les ont pris. Donc, normalement, ça ne devrait pas être très long. Alors, c'est vrai que c'est pas aménagé. De la plupart des endroits où je connais, ça n'a pas vraiment été aménagé pour ça. Et puis On vous les a dites pas normalement pensés. ce n'est pas très long, mais Et il y puis, a souvent un gap entre oui, ce qui est oui, prévu oui, et puis ce qui se passe et réellement. malheureusement, vous savez que dans certaines personnes devenues sans nationalité, sans droit, finissent par rester très longtemps dans des aéroports. On a eu un film sur une affaire qui était véridique, hein, d'ailleurs, que vous avez peut-être vu, d'une personne qui est restée presque toute sa vie durant dans l'aéroport de Roissy parce que impossible d'en sortir, impossible de repartir. Bon, c'est un cas marginal, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a aujourd'hui, malgré les consignes qui sont données aux compagnies aériennes, des situations dans les aéroports. Alors, il y a les grands aéroports, et puis vous avez les petits aéroports, de Beauvais par exemple, je ne sais pas si vous l'aviez vu, etc., où là, c'est beaucoup plus compliqué, dans les ports aussi, c'est beaucoup plus compliqué à ménager. Je pense que, en fait, le vrai sujet, c'est qu'on a besoin d'avoir une réflexion globale sur quelqu'un, une personne, et encore plus une famille, qui doit se trouver dans un endroit sous une surveillance, quelle qu'en soit la forme, des autorités administratives, dans quelles conditions elle est accueillie et dans quelles conditions elle peut rester. Et ça, peut-être qu'on n'y a pas réfléchi assez. Ce médecin urgentiste qui par la suite quittera évidemment ces centres pour d'autres activités. Retourner en prison. Il a dit. Pour retourner en prison. Ouais. Pour retourner en prison. Réaction par rapport à Alors, ces propos tenus par ce médecin urgentiste et ceux tenus à l'instant, juste avant, par Dominique oui. Simonnot. C'est très différent parce que c'est vrai, la rétention, ça n'a rien à voir avec la détention. Donc, c'est pas du tout le même esprit, c'est pas du tout la même Et finalité. pourtant, quand on Et voit ces images, quand on voit ce film, c'est un petit peu ce qu'on se dit. On est dans un milieu carcéral, mais qui ne l'est pas officiellement. Oui, qui ne devrait pas l'être. En fait, la vraie difficulté, c'est qu'on n'a pas trouvé le modèle. Moi, je pense que c'est ça la difficulté pour la France, contrairement à d'autres pays européens, c'est qu'on n'a pas trouvé le modèle de la rétention qui va. Parce qu'en fait, on a installé ces centres là où on a trouvé de la place, parfois dans des anciens hôtels, dans des locaux vides, etc. Et que ça, franchement, c'est pas adapté du tout à la rétention, qui est quand même un moment qui doit être court. La réglementation européenne le précise, mais c'est vrai aussi, puisque la moyenne, c'est 24 jours, sachant que certains restent 90 jours. Donc ça veut dire beaucoup. Et les familles en particulier. 90 jours, c'est le maximum c'est en le maximum. France. Ouais, c'est le maximum. Il y en a très peu, mais ça arrive quand même. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'y passent que 2-3 jours. Vous avez le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, qui est sur la plateforme de Roissy, qui fait l'essentiel des départs à partir de Roissy. Les gens restent une journée, 2 journées, parce qu'ils sont juste le temps qu'on obtienne le billet d'avion qui permettent de les renvoyer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des familles aussi au Mesnil-Amelot, parce que c'était une façon de les garder de façon sûre, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas d'animation dans
ces centres, parce que ça n'a jamais été considérés comme des endroits où on devait rester longtemps. Le fait que ce soit des policiers qui officient, dans ces centres... ce qui est sûr, c'est que... Ça soulève un certain nombre de problèmes, comme l'a dit à l'instant. Ça soulève des problèmes. Effectivement, on peut évidemment pas le confier à l'administration pénitentiaire, parce que ça relève pas de la justice. On comprend bien le risque de transposer le modèle prison au modèle de centre de rétention. Mais en même temps, c'est vrai que le fait qu'on l'ait totalement confié à la police aux frontières, c'est qui est chargé du contrôle des frontières. C'est pas totalement sans lien, mais ça pose un problème d'organisation, et peut-être que ça pose aussi un problème de climat, d'ambiance à l'intérieur des centres de rétention administrative. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il n'y a pas de tri. Et c'est ça le grand problème. On n'a pas beaucoup de places, on a moins de 2000 places. Il en faudrait sans doute 5 fois plus si on voulait... Il faudrait 5 fois plus de places dans nos centres de rétention. Oui, si on voulait pouvoir faire de la rétention de façon normale, avec des flux, etc. Et humaine. On ne sait pas le mot, mais... Ouais. Et alors, on n'en fait pas davantage parce que ça coûte très cher. On a un coût journalier qui est hors de prix. J'aimerais qu'on en rappelle le prix pour le résultat. Allez-y, je vous en prie. 700 € par jour par retenue. Je ne sais pas si vous voyez le gap énorme qu'il y a entre ce prix et le nombre de reconduites effectives. C'est-à-dire, comme les gens sont retenus là, soi-disant, le temps strictement nécessaire à leur reconduite, quand ils y restent, je crois qu'on est quand même passé à 30 jours de moyenne, imaginez le coût. Pour ressortir au bout du compte. Pour ressortir au bout du compte, parce que les pays d'origine ne sont pas idiots. Pourquoi ils reprendraient des gens qui sont délinquants ici et pourquoi ils les reconnaîtraient comme leurs ressortissants? Vous dites aussi dans votre rapport que la population retenue dans ces centres a considérablement évolué durant ces dernières années. Vous pouvez nous expliquer ça? Elle a évolué parce qu'il y a de plus en plus de sortants de prison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et de ceux qui sont fautifs de troubles à l'ordre public. Des gens qui se conduisent mal sur la voie publique, qui ont commis des petites infractions, même pas poursuivies, mais qui sont ce qu'on appelle des tops. Et c'est ça, je ne sais pas, et c'est ça qui crée cette peur qui s'est installée. Cette entre violence, les gens. ce terme qui revient souvent d'ailleurs aussi dans ce film. C'est très violent. Ouais. Quand j'ai visité un de ces centres, il venait d'y avoir une rixe, mais les policiers entre retenus et les policiers n'étaient pas intervenus qu'en dernière extrémité. Donc c'est une peur sans cesse qui étreint les gens qui sont retenus. Ce qui est vrai, sur l'évolution des populations retenues dans ces centres. Oui, alors, ce qui est vrai aussi, c'est que dans les prisons aussi, la violence a beaucoup augmenté. Moi, j'ai suivi pendant 30 ans Fleury-Mérogis, où je suis allé très régulièrement. Fleury-Mérogis aujourd'hui, c'est pas du tout Fleury-Mérogis il y a 30 ans, quoi. Et la peur, elle existe aussi. Et de la même façon d'ailleurs, les gardiens de prison ne vont pas non plus dans la cour de promenade quand les détenus y sont, pour les mêmes raisons. Donc cette peur-là, elle existe aussi en centre. Alors pourquoi ? Parce que on avait compris que la reconduite à la frontière de familles, de gens ordinaires, etc., n'était pas une bonne solution en passant par les centres de rétention administrative, et que c'était quand même plus normal de s'intéresser d'abord aux détenus, aux gens qui avaient été incarcérés pour des peines parfois longues, et donc de faciliter l'éloignement de ces personnes en les faisant passer par les centres de rétention administrative, qu'on devrait éviter quand même, parce qu'on a un problème, on a une faille dans notre dispositif, c'est que on ne passe les gens dans le centre que si on n'a pas le billet d'avion, et si on n'a pas le billet d'avion tant qu'on n'a pas le passeport. Et on a un gros problème en France, c'est qu'on ne relève pas les passeports quand ils rentrent en France et qu'on les conserve pas, des copies, et donc du coup on n'a pas les passeports, on est obligé de demander des laissez-passer consulaires, et ils restent tout ce temps-là en centre de rétention. Moi, je voudrais... Question peut-être naïve, après avoir vu ce documentaire, pourquoi une famille assignée à résidence ne passe pas directement à l'aéroport pour prendre un avion et retourner? Franchement, les images qu'on voit avec les policiers qui débarquent
Ouais. à 12 pour venir les chercher, c'est quand même assez effrayant. Ouais. Ça, disons, Alors Michel c'est Auboin, glacieux. là, effectivement se pose la question de plupart des familles, l'effectivité des parce que, expulsions. Quand même, la plupart des familles ne passent pas par des centres de rétention. La plupart des familles qui repartent, qui sont sous le coup d'une OQTF, soit elles repartent volontairement, soit, parce que c'est très compliqué ces histoires des 6%, parce qu'on ne compare pas forcément les choses qui sont comparables. Moi j'ai le chiffre de 7%, mais on ne va pas jouer peu là-dessus. importe. Mais il y a une grande partie des personnes, quand elles reçoivent leur OQTF, elles ont un mois pour partir. Il y a une grande partie des personnes qui repartent qu'on ne comptabilise pas, donc c'est déjà difficile de savoir celles qui sont parties. Il y a celles qui Ces bénéficient. personnes sont assignées à résidence, une fois qu'elles ont reçu leur... Non. Même pas. Non. Alors ça c'est la directive retour de l'Europe. Non, il n'y a pas d'assignation à résidence. Vous recevez une obligation à quitter le territoire. Oui. C'est un papier administratif qui vous dit voilà, vous avez un mois pour partir. On vous demande pas voilà. Et si au bout d'un mois vous n'êtes pas parti, à ce moment-là, vous avez une mesure administrative. Donc c'est vous allez où vous voulez pendant le mois, du moment que vous avez pris le temps de reprendre un billet d'avion ou de bateau et de repartir. Donc la plupart des familles repartent, enfin beaucoup de familles repartent. Beaucoup de familles bénéficient aussi des aides au retour. Alors ça dépend des pays. Pas assez, je crois. Bon, en tout cas, il y a ce mécanisme. Donc c'est de l'argent qui est donné aux familles pour repartir chez elles. C'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, qui gère ça, et ils en font quand même des dizaines de milliers par an. Donc on a quand même un volume de gens qui repartent spontanément, notamment dans les familles. Le problème de l'assignation en résidence, comprennent bien, on peut être amené effectivement dans un centre de rétention administrative sans pour autant être sûr d'être bel et bien expulsé dans son pays au final. Ah oui, oui, absolument. Oui, on peut, mais c'est quand même pas l'objet de la préfecture qui a placé la personne en centre de rétention administrative. Donc, on part, comment dire, on ne place en rétention que des personnes dont on pense raisonnablement qu'ils vont pouvoir repartir. Je sens que c'est quand même compliqué à vous entendre. Je ne crois pas. Alors, allez-y, Claire Rodier, je vous donne la parole. Peut-être que le préfet place en pensant qu'il va éloigner. Pour autant, il sait, ne serait-ce qu'en regardant les chiffres, depuis des années, qu'il n'arrivera pas à éloigner plus de 10% des effectifs qui seront dans son... La différence, c'est que il le sait. Vous ne savez pas quel 10%. Oui, Non, mais je dirais même... mais globalement, ça fait tellement longtemps que ça dure. C'est tellement évident que ce dispositif... Vous n'avez pas d'autres solutions techniques. Parce que pourquoi on place en rétention? Parce que les personnes ne respectent pas, ou on pense qu'il y a un risque à ce qu'ils ne respectent pas leur assignation en résidence. Vous êtes assigné à résidence, vous êtes chez vous, vous attendez qu'on vous donne votre nouveau passeport, le laissez-passer consulaire et un billet d'avion. Ça ne pose pas de problème. Mais quand il y a un risque de fuite, à ce moment-là, il n'y a que la rétention qui permet de... Oui, mais je dirais que c'est désormais une politique clairement assumée par le ministre de l'Intérieur. En tout cas, le précédent, c'était d'enfermer ces gens, les sortants de prison, les TOP, pour qu'ils ne sortent pas. Il y a un phénomène que les surveillants appellent des portes tournantes, qui font que ces gens font la ronde entre le centre de rétention et la prison, en permanence. Vous avez à Toulouse-Seyss, à Bordeaux-Gradignan, des tas de prisons que j'ai visitées où il y a un volume quand même respectable, c'est-à-dire presque 500 étrangers qui font la ronde entre le centre de rétention et la prison, et qui retournent au centre de rétention après ne pas avoir été expulsés. C'est pour ça que je ne comprends pas la politique du ministre de l'Intérieur, qui pourrait peut-être se donner le mal ou donner des ordres, je ne sais pas, pour qu'on aille voir en amont, en prison, établir de ceux qu'on veut vraiment voir partir, établir les documents de départ. Sur l'effectivité de ces reconduites aux frontières dans les différents pays européens, comment est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'un certain nombre de pays européens ont trouvé une solution justement de ce point de vue-là? D'une certaine façon, oui, en prenant moins de mesures d'éloignement. Si vous prenez moins de mesures d'éloignement, vous avez moins de décalage entre celles que vous avez prises et celles que vous avez exécutées. Donc sur l'effectivité... sur les critères de prise de décision de l'éloignement. Ce sont des données objectives. Sinon, on n'a pas beaucoup de données parce qu'on pourrait parler aussi de l'effectivité de l'éloignement des deux familles dont on a vu l'histoire dans le film. Elles sont en France, elles sont interviewées en France après être revenues.
Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur histoire. Je pense qu'elles avaient toutes les raisons de revenir. Il y avait toutes les raisons que ce petit garçon puisse recommencer à aller à l'école là où il était. Mais le fait est que cette famille a été expulsée par le ministère de l'Intérieur français et qu'elle est là et que moi je trouve ça normal. Et qui vont être régularisés. Et qui vont être régularisés. Donc, même les trois sœurs mais oui, sont régularisées. Donc fait. l'effectivité, Alors, c'est vrai que- la finalité, ça paraît l'effectivité, absurde. Oui. sachant qu'on est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, que depuis 20 ans, 30 ans, la durée en rétention n'a cessé d'augmenter sans qu'on améliore le taux d'éloignement, Oui. sachant le coût que Dominique Simoneau a rappelé, à mon avis, c'est moins peut-être la discussion qu'on a aujourd'hui sur est-ce que c'est très traumatisant, un peu traumatisant, très sale, est-ce que ça pourrait être mieux, c'est réfléchir à des politiques qui créent ces systèmes-là et peut-être repenser ces politiques. Mais malheureusement, ça fait longtemps Alors vous que y les êtes un peu associations essayé demandent et- par rapport à notre sujet du jour, et vous aurez le mot de la fin. Il est très difficile. Parce qu'on se dit de tout ça solution. pour ça, tout de Mais même. oui, après avoir tout vu ça ce pour film ça. quelque Pour part. ça, C'est ce que exactement. vous avez dit tout à l'heure. Oui. Tout ça pour ça, oui et non quand même. Oui et non, parce qu'on peut sans doute l'améliorer. Il y a d'ailleurs des possibilités, y compris en travaillant en amont avec l'administration pénitentiaire, parce que derrière tout ça, vous avez aussi des articulations qui fonctionnent pas bien Pas et avant. des choses qui marchent pas merveilleusement bien. Mais je pense que je ne vois pas quel type de solution on pourrait trouver en dehors de la rétention pour les cas les plus extrêmes où on a absolument besoin, parce que pardon de le dire, on a parfois absolument besoin d'éloigner. Qu'est-ce que des vous appelez personnes. les cas les plus extrêmes? Les détenus dont on a parlé tout à l'heure? Ça dépend pourquoi ils ont été détenus, mais enfin Oui. déjà, si vous êtes détenu, c'est que la peine qu'on vous applique est liée à la gravité des faits que vous avez causés. Donc je pense que les détenus, ça me paraît assez évident, et c'est pas qu'une question d'humanité, c'est que c'est une demande de la population d'être protégée, donc d'éloigner les détenus, surtout s'ils appartiennent à des réseaux criminels internationaux, ça me semble juste normal, quoi. Donc la rétention, c'est un dispositif on n'a pas fait trouvé pour y au niveau arriver. européen une autre solution, et sachant par ailleurs Ça que... sera le mot de la fin. Sachant par ailleurs que la France a une des durées les plus courtes, puisque des pays appliquent encore 2 années de rétention. Voilà, donc nous, on a une rétention qui est relativement limitée. Le mot de la fin, c'est que de toute façon, il faut réfléchir. Je ne crois pas qu'il faille réfléchir à la politique d'immigration, puis de toute façon, ce n'est pas du tout mon sujet, mais je pense qu'il faut réfléchir à la façon dont on accueille des personnes qui sont en rétention aujourd'hui dans notre pays.